Deux invités, donc Franck Cammaz, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Et Charles Caudrelier, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue sur TV5 Monde. Vous venez de remporter donc cette nouvelle épreuve, la Brest Atlantique. C'est une course partie de Brest, donc que vous aviez quitté le 5 novembre, je pense, pour revenir à Brest via Rio et le Cap, en Afrique du Sud. Vous étiez d'ailleurs venu nous en parler de cette course en septembre dernier, dans 64 minutes. Au total, donc 28 jours, 23 heures, 24 minutes de navigation sur un bateau, on peut dire un bateau exceptionnel, le Maxi Trimaran Edmond Rothschild. Qui veut parler de ce bateau d'abord ? C'est un bateau fantastique, évidemment. Alors, c'est un bateau qui a la même taille que nos concurrents, 32 mètres de long, 23 mètres de large, un mât qui fait plus de 35 mètres et qui a la capacité de voler, parce que maintenant, on a des appendices sous le bateau qui sustentent le bateau complètement. On voit le bateau là. Au-dessus de l'eau, et ça c'est magique parce qu'on atteint des vitesses incroyables. On peut traverser des océans en 4-5 jours. Par exemple, quelle vitesse vous pouvez, la vitesse de pointe de ce bateau? De pointe, c'est 45 nœuds. Alors, 45 90 nœuds, km/h 90, ouais, un peu moins que 90. Ouais. Alors, c'est sûr qu'à terre, on se dit que c'est la vitesse d'un scooter en descente, mais en bateau, c'est assez énorme. Ouais. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, on traversait l'Atlantique à 10 nœuds de moyenne, on était déjà extrêmement contents. Donc là, c'est 5 fois plus vite. Donc, ça peut être 5 fois plus vite. Ouais. Après, les vitesses de pointe, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est surtout les moyennes, c'est surtout la capacité à aller vite, quelles que soient les conditions, dans la mer formée, face au vent, vent-arrière. Ouais. Et voilà, c'est la polyvalence des bateaux. Et Edmond Rothschild est un bateau extrêmement polyvalent, extrêmement technologiquement... Fragile aussi? Non, beaucoup plus solide qu'avant, mais comme on va beaucoup plus vite, il est beaucoup plus contraint. Et c'est pour ça qu'il y a eu des casses, notamment à la dernière route du Rhum, où il y a eu des casses parce que c'est des efforts qui n'avaient jamais subi de tels bateaux. Donc, il faut aussi que les architectes et les ingénieurs apprennent ce qui se passe sur ces bateaux-là qui vont à ces vitesses-là dans la mer formée. Charles Caudrelier, c'est ce qu'on appelle un ultime. On peut dire que ce genre de bateau, c'est vraiment un prototype. C'est un bateau pour voir jusqu'où on peut aller dans la voile aujourd'hui. En fait, quand on construit les bateaux dans une classe qui s'appelle la classe ultime, ça veut dire qu'on est dans une boîte que Franck vient de définir, longueur, largeur. Ouais. À l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Et c'est pour ça que ce bateau était le premier un peu bateau destiné pour voler. On a commencé à avoir des bateaux volés, mais plutôt entre deux bouées le long des côtes sur des mers plates. Et dans l'équipe Gitana, on s'est dit on va essayer de voler au large. Il y a 4 ans, on y pensait, on disait que ce ne serait pas possible. Et aujourd'hui, c'est l'évidence, tout le monde veut le faire. Donc c'est des laboratoires complètement dingues. Et effectivement, les bateaux ont progressé énormément en vitesse. Quand vous dites voler, ça veut dire que sur les 28 jours, vous avez passé votre temps à voler ou pas du tout? Non, 50% à partir d'une certaine vitesse, on vole complètement. Mais ça n'empêche qu'en dessous de cette vitesse-là, les foils qui sustentent le bateau permettent aussi au bateau d'accélérer, même si on ne vole pas complètement, et de passer beaucoup mieux dans la mer, puisqu'on est amorti, même si la mer est élevée, on est amorti. Donc, c'est des bateaux qui ont beaucoup d'avantages, en dehors du fait de voler, d'avoir un moment, un boost et un turbo énorme de 4-5 nœuds. Ça permet aussi d'être toujours rapide. Et même lorsqu'on ne vole pas, on a une vraie différence par rapport aux anciens bateaux qui n'ont pas autant de surface porteuse. Et pour lever le bateau, pour le faire voler, c'est quoi? C'est uniquement les voiles? Comment on pilote un bateau comme ça? Alors les voiles, c'est comme avant un peu, les réglages sont un peu différents parce que le bateau va plus vite, donc il faut des balles plus plates parce que le vent est plus... Mais ce qui nous porte, c'est des petits appendices, c'est-à-dire que ce bateau qui fait quand même 32 mètres de long, quand il vole, il pose sur quelques mètres carrés, 3-4 appendices. En gros, je sais pas, ça fait 6-7 mètres carrés si on additionne tout, donc c'est rien, quoi. C'est des petites ailes. C'est la vitesse qui le fait se soulever. Voilà. C'est comme un avion qui vole dans l'air, sauf que là, on vole dans l'eau, et l'eau étant plus dense, on a besoin de plus petites ailes, mais ça marche. Donc toute la coque est hors de l'eau, et il n'y a plus ces appendices qui sont... Mais le gréement reste le même, les voiles restent les mêmes, et le gréement, c'est le moteur du bateau. D'accord. Et par contre, plus on accélère, plus ces plans porteurs qui sont dans l'eau... Le gréement, c'est les voiles. Hein. Oui, pardon, c'est les voiles. Et plus on accélère, ces plans porteurs qui sont dans l'eau, qu'on ne voit pas lorsqu'on voit les images, un petit peu, parce qu'ils sont, ils sont immergés, et créent de la poussée vers le haut, et c'est comme ça qu'on commence à voler. Mais on ne vole pas entièrement, il y a toujours des choses dans l'eau qui sont nos appendices. D'ailleurs, c'est un danger, c'est qu'on traîne beaucoup de choses sous l'eau, et on a vu qu'il y a eu des casses dues aux OVNI, donc aux objets flottants non identifiés qui traînent dans l'eau. Ça peut être des mammifères marins, ça peut être aussi des déchets malheureusement émis par des bateaux ou autres. Et dans ce cas-là, on peut abîmer beaucoup nos bateaux. Il faut rappeler que vous étiez 4 bateaux au départ de cette épreuve un peu spéciale. C'est une épreuve en fait pour... Réservée à ces bateaux-là. Et donc, il y en a un qui a abandonné, c'est Thomas Coville, qui n'est pas un débutant, avec, je crois, Jean-Luc Nélias. Je crois qu'il n'y a aucun débutant. C'est vrai, je pense qu'à ce niveau-là. Et où sont les deux autres? Parce que là, vous êtes arrivés. Ils sont en train d'arriver, ils arriveront ce soir. Ils sont en train de se bagarrer pour la 2e place. Et donc, on les attend dans la nuit. On ne sera pas là pour les accueillir, puisqu'on est avec vous, mais on pense à eux. Donc, on s'excuse d'ailleurs en direct. Je ne sais pas s'ils peuvent regarder TV5. Je pense qu'ils ont autre chose à faire, mais bon, on leur fait un petit coucou pour les encourager. Alors, on peut dire que ce sont vraiment des bateaux de très haute gamme. On peut aller comparer à la Formule 1 des mers, ces bateaux?
Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Il n'y a pas des bateaux plus rapides au large. On est capable de faire des bateaux. C'est le top du top, ces bateaux-là. Oui, il y a le loin et ça n'existe. C'est vrai que on voit ça qu'en France pour l'instant. On espère que la classe va se développer, mais c'est juste des bateaux incroyables et ils vont beaucoup plus vite que n'importe quel autre bateau. On est quasiment quand on parle de course au large, après c'est vrai qu'il y a la Coupe de l'Amérique où c'est la très haute technologie, mais sur des parcours très courts, sur mer plate, etc. Et là, l'enjeu, ça a été de développer ce qui se fait à la Coupe de l'Amérique avec des bateaux volants. Vous avez vu à San Francisco les premiers bateaux qui volaient complètement. De développer pour des bateaux qui traversent l'océan. Et ça, c'est pas une petite affaire parce que naviguer comme ça sur de la houle de quelques mètres, c'est vraiment un vrai défi technique. Dans votre 3/4 tour du monde à peu près, vous avez souffert. Il y a eu des moments très durs. Oui, on a eu du mauvais temps. Et comme on va de plus en plus vite dans la mer, forcément, c'est moins. Mais malgré tout, ces foils ont apporté un effet d'amortissement, puisqu'avant, c'était les coques qui tapaient dans l'eau. Et là, maintenant, on est un peu sustenté. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir beaucoup progressé. Il peut y avoir des vagues assez hautes. Oui, en fait, c'est pas tellement. Souvent, les gens pensent à la hauteur des vagues. Finalement, c'est pas notre problème, c'est pas d'avoir des vagues hautes, c'est d'avoir des vagues très rapprochées. C'est un petit peu si vous avez des vagues la direction des vagues éloignées est compliquée. C'est un peu comme une colline. Si vous avez des petites vagues brutes, c'est comme un champ de tout cabossé pour une voiture. Ça passe pas bien. Oui. Et du coup, c'est souvent ça. Et les mers croisées, effectivement, parce que souvent il y a plusieurs mers qui viennent de plusieurs directions. Et là, les bateaux ont du mal à trouver leur équilibre et tapent beaucoup plus. C'est ce qu'on a subi en fait. Quand Thomas Coville a eu son problème, il a un moment, il a carrément fait demi-tour. Alors que les conditions de vent étaient vraiment maniables. Mais la mer, elle était croisée parce qu'il y avait une mer qui venait de très loin, Il a fait demi-tour sans pouvoir contrôler de demi-tour. Oui, il a fait demi-tour en disant « j'arrive plus à passer, c'est dangereux pour le bateau, on va à notre perte ». Donc il va falloir s'évader de cette dépression, s'en échapper, alors que le vent n'était pas très fort. C'était pas le problème, c'était pas du tout le vent, c'était ces bateaux qui, à un moment, vu l'état de la mer, peuvent plus passer. Et là, quand on navigue pendant 28 jours comme ça, il faut dormir. Vous dormiez là, la tour de rôle ou comment ça se passe? En fait, à deux, on fonctionne, on appelle ça du solitaire un peu à mi-temps, puisque quand le Franck va dormir, moi je suis sur le pont et je m'en occupe du bateau, et l'inverse. Donc c'est pas mal, on arrive à dormir plus qu'en solitaire. Maintenant, dès qu'on a une manœuvre compliquée et physique, on se réveille tous les deux. Dès qu'on a un problème, on est tous les deux sur le pont. Mais en gros, on arrive quand même à dormir. Toutes les 2-3 heures, on se relaie. Alors, vous diriez dans un bateau aussi sophistiqué que celui-là, aussi pointu, aussi rapide, c'est le facteur humain qui continue à primer, où vous avez des ordinateurs. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire physiquement? Évidemment, on n'est pas télécommandé de terre déjà. Le skipper et l'équipage restent évidemment seuls maîtres à bord. Et on a beaucoup plus de systèmes à gérer, à utiliser. Des systèmes de plus en plus complexes, informatiques, hydrauliques, et mécaniques en tout genre. Et je pense que finalement, notre métier s'est complexifié par rapport à ce qui se fait avant. Le stress aussi, le fait d'aller aussi vite, avec le bruit, etc. et l'environnement. Ça veut dire qu'il y a une sorte de pilote automatique, on peut dire ça comme ça? Il y a toujours eu des pilotes automatiques depuis 25 ans, depuis qu'on fait du solitaire. Par moment, on lâche la barre et c'est le pilote automatique qui continue à aller droit. Un peu moins bien en théorie que le barreur, mais ça continue à aller droit. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations, météo aussi à gérer, chose qu'on n'avait pas avant. Alors du coup, on arrive à maîtriser un peu plus les choses, notamment la météo. On arrive à se positionner très bien par rapport au phénomène météo. Mais les autres aussi, nos concurrents aussi. Donc vu que c'est de la compétition, il faut qu'on utilise tous ces systèmes et toutes ces informations mieux que les autres. Et ça demande pas mal d'apprentissage et d'entraînement. Et on apprend tous les jours, on a des équipes derrière. Gitana Team, c'est plus de 20 personnes qui sont spécialisées dans chaque domaine, informatique, électronique, mécanique, hydraulique. Et avec eux, grâce à eux, qui sont des ingénieurs et des techniciens de haut niveau, on apprend aussi, chaque métier. Là, vous étiez deux sur le bateau. Est-ce que l'objectif, après, c'est de parvenir à piloter ce type de navire tout seul? Oui, effectivement, ce bateau a été dessiné d'abord pour les courses en solitaire et les records aussi en équipage. Donc on navigue de 6 à 1. Donc effectivement, quand on est tout seul, la dimension physique devient énorme. Et ce que oublié de dire Franck, c'est aussi que toute l'énergie quasiment est fournie par nos bras. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser des pompes, qu'on a beaucoup pour faire bouger tous nos voiles et tout ça. On a beaucoup d'hydraulique, mais l'énergie elle vient de nos bras. Donc ça demande, c'est quand même la règle interdit d'avoir une énergie haute que humaine. On pourrait le faire avec des moteurs, mais on n'a pas le droit. Et par exemple, l'épreuve que vous venez de traverser, vous auriez pu l'imaginer tout seul? Vous pensez que c'est l'objectif de cette classe. Dans 4 ans, il va y avoir une course autour du monde en solitaire. Et cette première course un peu de longue haleine avec nos bateaux, c'est aussi une façon de tester les bateaux et de préparer la classe pour des grandes échéances. Vous vous êtes dit, si j'avais été seul, on y pense parce que dans 5 mois, en fait, il y a une
course en solitaire qui va partir sur ce bateau-là. Sur ce bateau-là et qui va traverser l'Atlantique. Alors ça va être un peu plus court, mais donc on y pense. Donc c'est la Transat en solitaire sur ces bateaux-là. Voilà. Et vous serez tous les deux au départ? Non, parce qu'on est en solitaire. Bateau, non, mais vous pourriez être sur deux bateaux différents, pas les mêmes bateaux. On est dans la même équipe, donc on ne va pas être concurrents. Il n'y a qu'un bateau comme ça? En fait, tous les concurrents, oui, mais tous les concurrents ont la même base, c'est les mêmes bateaux. Et là, on a eu la chance d'être devant, mais ça ne va pas être le cas tout le temps forcément. Donc il y a une vraie concurrence. Il y a François Gabard qui est un spécialiste de ce genre de bateau. Il a le record du Tour du Monde sur son bateau à lui. Donc on va s'affronter en solitaire dans quelques mois avant de repartir en équipage, puisqu'on a aussi un objectif avec le Team Gitana, c'est de battre le record du Tour du Monde absolu et en équipage. Donc on va être 6 à bord à ce moment-là. D'accord, avec toujours le même bateau. Alors vous avez pratiquement tout gagné, hein. Vous avez gagné les Transat Jacques Vabre, la solitaire, la route du Rhum, tout ça. Non mais je veux dire, je fais bref parce que vous avez gagné à peu près l'un et l'autre ou ensemble à peu près tout ce qu'on peut gagner. Qu'est-ce qui vous motive encore pour prendre la mer? Vous avez gagné encore, en fait, une drogue. Hein. La compétition, c'en est une. Oui. Et non, surtout, c'est la chance de naviguer sur des bateaux extraordinaires. La mer, c'est évidemment magique. C'est un monde à part et c'est exaltant. Mais surtout, c'est une passion. Développer le bateau, c'est génial. Hein. Il y a tout qui est intéressant. Il y a le côté naviguer. Les gens pensent que les marins, c'est ça. Mais aujourd'hui, les marins, c'est aussi du développement, c'est de la technologie. Et tout ça nous passionne. Et ces nouveaux bateaux, en plus, sont encore tellement innovants qu'on s'éclate tous les jours. Super. Merci en tout cas. Merci d'être venu en parler. Je rappelle que vous avez gagné tous les deux la Brest Atlantique. Merci beaucoup et puis on se reverra sûrement l'année prochaine. Merci. Voilà, place à la culture avec Pascal Bourgault qui va nous parler du Mobile Film Festival. On va commencer par Scream, le film de Gonzague Legout, le Grand Prix France.